Oui, Oui, excuse, exactement. continue. C'est la bonne transition parce que, voilà, exactement. Je vais laisser le parler. Écoutez ça, là, sur cette bombe tactique, là, on a réussi à le traduire juste avant l'émission. Puis on vous fait écouter ça, là, parce qu'il y en a plusieurs là, qui remettent ça en question. Il n'y a pas de danger, il n'y aura pas de guerre nucléaire. Mais là, on en parle directement dans les nouvelles. On écoute ça. Ministre Ben-Gvir qui veut répondre en premier pourquoi n'utilisons-nous pas ce qu'on appelle une bombe à neutrons. C'est une sorte de bombe atomique qui n'endommage pas les bâtiments. Elle tue tous les gens de manière limitée, partout. J'ai compris que... Ministre Ben-Gvir, qu'en dites-vous? Il a répondu le premier, laissez-le. J'ai compris. J'ai compris que Ben-Gvir ne veut pas s'en mêler. Après ce qui s'est passé avec le ministre Il rit de ça. Eliaou, Ben-Gvir ne comprend pas qu'il a soudainement dépassé par la droite. Il comprend pas ce qui se passe ici. Il me pose des questions sur l'atome et tout. Il comprend pas ce qui se passe ici, oui. D'ailleurs, cela pourrait sauver de nombreuses vies humaines. Je n'utilise pas le terme atome, mais j'ai vu... On appelle ça une bombe à neutrons. Au cours du dernier week-end, divers rapports ont fait état du fait qu'Israël aurait frappé une base de missiles située dans la zone du détroit d'Ormuz. Oui, un boom de fou. Oui, c'est ce que je sais. Attends. Elle a utilisé une arme non conventionnelle? Je n'ai pas dit ça. Absolument pas. Je ne pense pas. C'est pas le style d'Israël de préserver son honneur. Ricklin. Oui, je connais votre sourire. Je connais votre sourire, ministre Ben-Gvir, depuis de nombreuses années. Vous cachez quelque chose? Allez, une seconde. Non, sérieusement. Je suis membre du cabinet restreint. Ma responsabilité est 1 million de fois plus grande. Moi, ma position est connue et je la dis de la manière la plus simple. Nous devons anéantir le régime terroriste iranien. Pas seulement pour détruire... Ouais, lui, là, je l'ai découvert, messieurs, là, cette face-là, là, puis je l'ai vu fêter aussi une loi qui ont passé cette semaine à leur Parlement qui valide là, la peine de mort à des Palestiniens dits terroristes. Parlez-moi un peu de cette dynamique-là. On est face quand même à des gens qui ne sont pas hantés par l'humanisme et qui sont très 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 loin de ce qu'on appelle la civilisation chrétienne. C'est des gens qui ricanent sur l'idée d'extermination de masse et qui ont en plus visiblement perdu tout sens moral parce qu'en fait ils ont un espèce de bouclier qui est leur dieu vengeur et suprémaciste, et ça a stérilisé totalement leur respect de l'autre et la conscience de l'autre, qui est quand même la clé de la civilisation chrétienne, qui je rappelle, est notre civilisation. Hein, le souci de l'autre, qui fait qu'on a opéré un saut qualitatif moral dans l'histoire, sans doute par rapport à la période précédente, qui est la nôtre, qui est la période gréco-romaine. Hein, cette idée, le Christ a apporté l'idée de l'amour, ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on fasse à toi-même, hein, et la phrase « aimez-vous les uns les autres » qui empêche quelque part que l'hubris humain consubstantiel à son intelligence abstraite l'entraîne vers le chaos et sa propre destruction. Il y a un sens très profond dans le message de ce qu'on appelle le logos chez nous, c'est-à-dire cette unité dans le Christ de la raison et de la charité. Là, on est face à des gens qui sont l'ennemi psychopathique de cette vision du monde qui est absolument nécessaire, surtout nécessaire dans une période, je dirais, effective et incontournable de mondialisation. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas cette conscience de l'autre et cette idée que le monde doit être partagé, et qu'on est sur cette idée de domination telle que la décrivait De Gaulle dès 67, ce peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, là on voit qu'on est face à des psychopathes qui ont perdu tout sens moral, donc toute mesure, et qui ont en plus les moyens, effectivement, par la maîtrise qu'ils ont de la puissance atomique, puisque la France leur a donné la bombe. C'est une des trahisons françaises de la 4ème République, sur lequel n'a pas pu revenir De Gaulle, plus le contrôle qu'ils ont sur l'Amérique. Ces gens-là sont capables de faire péter la planète, et c'est ce qu'abordait tout à l'heure Arnaud, c'est que face à une victoire militaire qui est de chaque jour remise en question, il leur reste à ces gens, notamment à Trump, qui a plus le profil d'un joueur de poker que d'un joueur d'échecs, il y a ce qu'on appelle faire tapis. Et faire tapis, c'est faire péter la grosse bombe. Alors, évidemment, ça leur permettra de gagner, mais à un prix qui est dramatique, c'est de se mettre à dos le reste de l'humanité. C'est-à-dire que là, il sera évident que le problème,
C'est d'ailleurs une question qui est de plus en plus présente en France. Est-ce que le problème en France, c'est l'antisémitisme ou est-ce que le problème en France, c'est la domination des suprémacistes juifs qui sont aujourd'hui à la tête de la France à travers le CRIF et qui n'existent plus au nom de la Shoah, c'est-à-dire d'être fragiles et persécutés qu'il faut protéger, mais aujourd'hui de gens qui règnent ouvertement au nom de la Torah et d'une lecture littéraliste de la Torah, hein, c'est-à-dire racialiste de la Torah, et qui prétendent qu'ils sont le peuple élu, que la terre leur est promise et que les autres humains leur ont été destinés par Dieu comme esclaves. Hein. On en est là aujourd'hui. Et ça, forcément, dans un monde qui nous a imposé, après 2 siècles d'humanisme, hein, ce qu'on appelle le progressisme, et qui a culminé à Nuremberg, qui nous a imposé le racisme mondial et l'humanisme mondial, ces gens-là sont tellement à rebours de tout ce processus qui, je le rappelle, qui leur a permis de se hisser au sommet du monde, hein, que ça ne peut pas passer, c'est ça l'idée, ça ne peut passer que par une dictature mondiale et un régime de terreur mondiale. Et ces gens-là n'ont pas les moyens de l'exercer. Parce que même s'ils l'exercent mentalement sur ce que nous sommes, c'est-à-dire des juifs mentaux, parce que nous sommes des monothéistes abrahamiques et des chrétiens, et quelque part on est sous leur domination, notamment depuis Vatican II, je ne vois pas comment ça peut passer chez les Chinois, comment ça peut passer chez les musulmans, qu'ils soient d'ailleurs indonésiens, mélanésiens ou perses ou arabes. Donc on est face à des gens qui sont mus par une force psychopathique qui ne peut que mal finir. Alors la question, c'est de savoir si ça va mal finir pour nous tous, ou ça va mal finir pour eux. C'est en fait l'alternative, elle est là, c'est que ça peut pas bien finir. Et la question, c'est est-ce que ça finit mal pour tout le monde ou est-ce que ça finit mal juste pour eux? Et moi, qui ai le goût de l'économie des vies humaines, je préférais que ça finisse mal que pour eux. Et c'est là où je dis que Trump est quand même quelque part dans une stratégie du fou qui le dépasse, c'est qu'il accélère cette prise de conscience. Il l'accélère. Hein, c'est-à-dire, on a un vrai problème avec l'Israël au sens le plus générique, le plus éternel et le plus religieux du terme. Hein. Ils redeviennent le problème et on est en train, je dirais, de revenir aux années 30, là, hein, d'une certaine manière. Mais pas de leur fait, en réalité, de leur fait. Arnaud, c'est l'idée là, que certains influenceurs du Québec disent que Trump se garde Israël comme dessert. Soyez confiants, suivez le plan. En prend pour son rhume là, ces derniers jours. Oui, bah, écoutez, on va faire preuve de charité chrétienne et éviter d'abonder dans ce sens ou de mentionner les noms, mais je pense que la situation est trop grave pour se laisser divertir à penser qu'il y a effectivement un billard à 10 bandes. Moi, ce qui m'interpelle, je repense à la séquence qu'on vient de voir, c'est, alors déjà, bon, ils rigolent tous, mais la deuxième, c'est aussi, l'un d'entre eux dit à un moment donné, ça permettrait de sauver des vies humaines. Donc en fait, eux, c'est des humains et les autres ne sont pas des humains, en fait. Ça semble assez incroyable à croire, mais quelque part, il faut les écouter parce que ces gens-là, comme on leur a donné un quitus depuis des décennies dans des élucubrations diverses et variées, sans qu'il y ait de conséquences, ils sont arrivés à un point maintenant où il faut juste les laisser parler. Et dans ce contexte-là, c'est quelque chose que fait par exemple Youssef Indy depuis quelques années déjà, où tout ce qu'il écrit, il le cite directement de leurs responsables dignitaires religieux ou de leurs textes sacrés. C'est-à-dire que tant que c'était quelque chose qui restait à la marge, si je puis dire, un peu dans le contexte, on va dire un fantaisiste, ça pouvait prêter à sourire, mais là, le problème, c'est qu'on a ces gens-là qui sont à la tête d'un État doté d'armes qui peuvent infliger une destruction absolument inimaginable, et qui pensent que c'est comme une espèce de script hollywoodien, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a eux, l'incarnation si je puis dire, d'une forme de supériorité intrinsèque sur Terre, et puis tout le reste, qui sont en fait tantôt de la quantité négligeable, et pour le reste, comme le dit Alain, je crois qu'ils en sont d'ailleurs eux-mêmes à chiffrer quelque chose comme 6000 esclaves par tête de pipe, quoi, pour ceux qui resteront encore parmi les ruines. 2700. 2700. C'est des gens. 2000, oui, voilà, 2700. Oui, c'est les 6000 parce que c'est toujours, il y a le chiffre 6 symbolique qui revient très souvent.
Mais là, je crois que c'est 2700 et quelques. Oui, mais ils en sont à discuter du nombre d'esclaves On goyim arrive au fin de que guerre. Dieu leur a promis. Ouais. Oui, on en est Mais, là. Ouais. Messieurs, parlez-moi aussi, on s'en est Voilà. parlé avant l'émission, Arnaud, de l'Exode, là, parce qu'on s'aperçoit là, qu'il y a des pétro-monarchies qui risquent de disparaître du jour au lendemain. Donc, il y a des gens là, qui doivent se préparer des lieux d'atterrissage. Puis on entend parler de toutes sortes de rumeurs où il y a beaucoup d'Israéliens qui iraient rejoindre leurs amis nazis en Amérique du Sud. Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Oui, le Alors, projet a un nom d'ailleurs. Hein. C'est quoi le nom de ce projet de colonisation de la non, Patagonie? Andana. Andana ou Andania, Oui, je crois oui, qu'il y a les deux oui, orthographes. oui. Oui, on sait très bien que récemment, il y a eu un scandale qui a été dénoncé. C'est que des Israéliens, donc des suprémacistes juifs, hein, parce que c'est synonyme, incendiaient des forêts qui normalement au sud de l'Amérique du Sud sont des terres réservées à des tribus selon certaines règles, et ils les incendiaient volontairement parce que dès lors qu'elles sont incendiées, elles peuvent être remises sur le marché pour être vendues. Et on sait, c'est le paradoxe en ce moment, c'est que il y a à la fois le projet du Grand Israël, et il y a à la fois l'idée que l'Israël actuel va disparaître et qu'il faut que ces suprémacistes juifs se repositionnent ailleurs. Et on voit très bien qu'il y a quand même un travail en ce moment d'achat de terres, de positionnement en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Patagonie. Il y avait même d'ailleurs un projet qui est fragilisé qui s'appelait l'Ukraine. N'oublions pas, on peut même se demander sur cette guerre qui a été organisée par des oligarques juifs ukrainiens en manipulant des hooligans à qui des juifs ont persuadé qu'ils étaient des Slaves, non, qu'ils étaient des Aryens dont le destin était d'aller tuer le plus de Slaves possible. On a l'impression que cette espèce de génocide slave qui a été organisé en Ukraine, puisqu'en fait, cette guerre russo-ukrainienne est en fait un génocide de Slaves, hein, il ne faut pas oublier, ce sont des gens du même monde qui se tuent. Et il y avait peut-être derrière, avec ces oligarques, cette idée qui est quand même assez constante, c'est que n'oublions pas que pour ces Ashkénazes qui, en fait, sont à la tête d'Israël, la vraie Jérusalem ashkénaze, c'est Odessa. Hein, et donc, il y avait sans doute le projet derrière cette guerre qui a été voulue par ces oligarques qui ont mis en place Zelensky. Zelensky, qui, je le rappelle, est un type qui vient de la télé-réalité, comme Trump, ou de l'atelier théâtre d'ailleurs, comme Macron. C'était déjà le cas de Tony Trudeau. Blair à l'époque. Oui, oui, on est passé aujourd'hui, il y a toute une génération en place qui sont des gens qui, en fait, et ça a commencé avec Reagan, qui sont en fait des acteurs. Je rappelle, ce ne sont pas des gens formés à la politique, c'est des gens qui ont été formés dans des ateliers de théâtre et dans des trucs de télé-réalité. Donc ça aussi, c'est un marqueur très fort sur les gens qui sont à la tête des démocraties occidentales. En tout cas, pour revenir à mon sujet, il y avait cette idée que sans doute qui a été bloquée un peu par Poutine, c'était de faire de l'Ukraine, d'une partie de l'Ukraine, la nouvelle ou la deuxième ou la troisième Israël. Donc on a à la fois des gens qui prétendent accomplir le grand Israël, et en même temps des gens qui mettent en danger la survie même de l'Israël tel qu'il est, et qui, en même temps qui prétendent faire le grand Israël, sont en train déjà de s'acheter, je dirais, des habitations secondaires un peu partout, au cas où ça finirait mal. Et une fois de plus, ceux qui seront abandonnés sont ce que j'ai appelé, moi, les juifs du quotidien, qui n'auront pas les moyens, hein, qui n'ont pas les moyens de fuir et d'aller s'installer ailleurs, comme d'ailleurs les plus bellicistes sionistes de tous. Hein. Je rappelle que Bernard-Henri Lévy est sans doute le sioniste le plus belliciste de tous les juifs de France, mais lui n'a jamais passé plus d'une semaine dans un hôtel en Israël et a des propriétés absolument partout, notamment à Marrakech, hein, propriété qu'il avait rachetée à Alain Delon, et que ces juifs-là, qui poussent à la Troisième Guerre mondiale, ont déjà les moyens d'aller se planquer un peu partout, et ceux qui seront sacrifiés seront, je dirais, le petit peuple juif israélien. Il ne faut pas oublier cette lutte des classes qui existe à l'intérieur de la communauté juive et qui est masquée par la peur de l'antisémitisme et qui est ce problème fondamental que je dénonce depuis un moment, l'impossibilité pour les communautaristes de déchirer le voile communautaire qui les empêche de comprendre les antagonismes de classe qui existent absolument chez tout le monde et aussi chez les juifs. Hein. Il y a, le judaïsme n'abolit pas la lutte des classes. Hein. Vous voyez, ça c'est une formule qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, nous avons ces juifs du haut qui sont en train
de sacrifier d'une certaine manière, par leur hubris, leur folie, les Juifs du bas. Hein. On peut être très inquiet pour l'avenir des Israéliens qui n'ont pas les moyens d'aller se planquer en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Patagonie et ailleurs, alors qu'on sait que beaucoup de milliardaires de cette communauté depuis des années se construisent des espèces de bunkers, d'abris, s'achètent des propriétés immenses, etc., etc. Ça, c'est un sujet qu'il faut absolument aborder pour ne pas tomber justement dans, je dirais, dans un espèce d'idéalisme ou de conception abstraite de l'antisémitisme. Il y a un vrai problème à montrer, c'est qu'il existe une lutte des classes à l'intérieur du monde juif, et qu'en ce moment, les élites juives autour de Trump, qui d'ailleurs spéculent sur une crise à venir, on le sait, il y a des transferts de capitaux en ce moment, il y a des prises de position très marquées sur le marché, il y a des gens en ce moment qui font de l'argent de cette communauté sur la souffrance de ceux qui sont, je le rappelle, en ce moment sous les bombes, et qui passent leur vie dans les abris en Israël et qui voient leur pays, il y a une énorme censure, détruit chaque jour, avec une économie totalement en panne, des élites qui quittent le pays parce que effectivement c'est un pays relativement sans avenir, ce qui fait qu'à un moment donné ne resteront en Israël que je dirais, c'est les Israéliens pauvres qui, eux, auront été, une fois de plus, parce que c'est déjà arrivé dans les années 40 en Europe centrale, auront été sacrifiés par leurs élites. Hein. C'est quelque chose que j'aimerais malheureusement que les Juifs qui ont Israël à la bouche et au cœur toute la journée sans comprendre qu'à un moment donné, ils ne seront pas les gagnants de la fête, j'aimerais qu'ils arrivent à déchirer le voile du tribalisme et à comprendre qu'existe une lutte des classes féroce à l'intérieur de leur communauté et que leurs élites n'ont jamais hésité à les sacrifier. Oui, c'est ça que j'apprenais, M. Sarral. J'ai pas votre culture, mais que dans leurs écrits religieux, ou je sais pas trop, là, que le sacrifice ultime pour un juif, c'est la mort d'un juif. Et donc, c'était comme ça. Arnaud Develay, pour enchaîner sur M. Sarral. Oui, non, ben, j'ai pas trop à rajouter. Enfin, moi, Ouais. j'ai toujours une séquence qui me revient à l'esprit, c'est la tournée de promotion de l'écrivain israélien Shlomo Sand, un historien à l'université de Tel Aviv, qui a écrit 3 livres à l'époque, en 2009, je crois. Il était en promotion pour le premier de ces 3 livres, Comment le peuple juif fut inventé. Et quelque part, c'est intéressant parce qu'il remettait sur la table les arguments qui avaient valu à quelqu'un comme Garaudy en France, un écrivain, un historien très réputé avant qu'il éprouve les fourches codines, si je puis dire, sur les mythes fondateurs de l'État d'Israël. Et Shlomo Sand décrivait dans son livre, en fait, qu'il n'y a jamais eu d'exode, qu'après des recherches approfondies, des excavations, des fouilles, ils n'ont jamais trouvé de pièces de monnaie, de quoi que ce soit qui laisserait entendre qu'il y a eu un exode en 70-73 après notre ère, enfin de notre ère. Et je me souviens qu'à un moment donné, il s'est retrouvé face au prédécesseur de Madame Yadan, dont nous allons certainement parler aujourd'hui, Monsieur Maher Habib, et ça a été une confrontation assez houleuse, où à un moment donné, Monsieur Shlomo Sand, le professeur Shlomo Sand, lui dit, mais enfin vous, en fait, ça vous importe peu, vous vivez ici, vous vivez pas en Israël, c'est pas du tout votre réalité. Vous vivez à Paris, vous faites des allers-retours de temps en temps pour une semaine ou deux durant l'été, mais voilà, vous mettez en motion des événements, des séquences dont vous savez très bien, in fine, que vous n'y seriez pas assujetti en termes de conséquences. Et pour moi, c'était quelque chose qui m'était resté parce que en fait, ça résume tout. C'est qu'on a effectivement et Alain fait bien de toujours le rappeler, il faut toujours garder à l'esprit cette analyse néo-marxiste de la lutte des classes, de système de tiers, dont d'ailleurs des penseurs marxistes de confession juive comme Abraham Léon, et on ne peut que conseiller à nos auditeurs de se renseigner sur cet auteur, Abraham Léon, qui avait une approche dialectique marxiste de judaïsme, et il expliquait lui-même dans son livre que on ne peut pas construire un pays avec des professions libérales ou des patrons. Voilà, à un moment donné, il faut qu'il y ait un prolétariat et que quelque part. Livre édité chez Contre-Culture.
Contre-culture, effectivement. Voilà, bah, c'est un livre qui est édité chez Contre-Culture, donc si les gens veulent le lire, hein, c'est sur la notion de peuple-classe, effectivement, et Abraham Léon, qui est un trotskiste belge, juif, effectivement, a réintroduit la question indépassable des rapports de classe et de la lutte des classes à l'intérieur du judaïsme, et on ne voit pas pourquoi ce peuple échapperait à ces, comment dirais-je, à cette réalité fondamentale des antagonismes liés à la production entre ceux du bas et ceux du haut. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut absolument avoir en tête pour ne pas sombrer dans, comment dirais-je, quelque chose qui serait de l'antisémitisme, justement, si ça, l'antisémitisme existe, c'est celui-là, c'est-à-dire une vision totalement idéaliste de la réalité juive, parce que ça, c'est tomber dans le piège, justement, des manipulateurs juifs, de faire croire que ce peuple échappe aux déterminations qui structurent en réalité tous les autres peuples et les autres nations. Et bien rappeler que historiquement, les Juifs sont dans une dialectique de l'élection et du martyr, hein, et ils sont martyrs parce qu'élus, puis élus parce que martyrs, hein, mais que ceux qui jouent de cette dialectique de l'élection et du martyr, en fait, on joue à leur profit, c'est-à-dire que c'est le martyr des uns qui fait l'élection des autres. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que c'est à chaque fois la même chose. C'est à chaque fois la même chose. Et ça, c'est quand même une main tendue, parce que moi, je suis à la fois grec et chrétien, hein, je suis dans la raison et dans la charité. C'est une main tendue quand même on va dire aux gens qui sont piégés aux Juifs qui sont piégés dans le projet israélien et qui sont nés là-bas. Je rappelle, moi j'ai des amis israéliens qui, voilà, leur phrase c'est « je suis né israélien, je n'ai pas choisi, c'est le pays de mes parents », parce que maintenant on a suffisamment de recul pour qu'il y ait presque des petits-enfants, hein, c'est le pays de mes parents, voire de mes grands-parents, et ces gens-là sont face effectivement à une catastrophe qui est commanditée, je le rappelle, par des gens. Bon, à part les 2-3 fous qu'on a vus là, qui sont censés vivre là-bas, on aimerait bien savoir où il y a Netanyahou d'ailleurs, hein, on aimerait bien savoir, mais les autres, ils pilotent ça, je rappelle, de New York, il suffit de regarder ces élites qui pilotent la communauté juive, que ce soit des Bronfman ou des Rothschild, leur condition de vie n'a rien à voir avec la vie du juif, de l'israélien du quotidien, et ils ne vivent pas en Israël. Ils décident à distance, avec toujours le moyen d'échapper aux conséquences de leurs décisions. Et c'est ça qu'il faut quand même avoir bien en tête aujourd'hui, pour rester, je dirais, quelqu'un qui est dans la raison et dans la morale. Hein, parce que je rappelle que ces gens vont tellement loin aujourd'hui, on est tellement, si on pense à la France avec la loi Yadan et la manière dont se comportent ces gens en ce moment, on est tellement dans le trop c'est trop, et je rappelle que le trop c'est trop, c'est ce qui entraîne le pogrom. Moi je parlais avec Gilad Atzmon, qui est un juif qui a fait un travail d'autocritique jusqu'au bout, et quand je lui disais mais c'est quoi un pogrom, il me disait c'est quand les Cosaques décident que trop c'est trop. Hein, et là, on est assez près du trop c'est trop. Et ce qu'il faut anticiper aujourd'hui, je dis, c'est sur la déferlante de colère qui va à un moment donné se déverser sur une communauté qui va être prise dans son ensemble, alors que beaucoup ne sont pas décisionnaires, sont pris dans un truc, hein, sont pris exactement comme à un moment donné, on met sur le dos des Allemands l'épopée nazie, alors que je rappelle que électoralement, les nazis n'ont jamais eu la majorité électorale. Ils ont jamais plafonné au-dessus de 35% par les voies, je dirais, démocratiques. Voyez. Et à un moment donné, il va falloir essayer, malgré, et je suis légitime pour être un peu agacé et en colère compte tenu de ce que ces gens me font subir pour plus de 20 ans, il va falloir essayer de raison garder, comme on dit, dans un traitement qui ne soit pas justement un traitement où on obéit à leur catégorie, où ils nous font croire qu'à un moment donné, le monde juif est unique, que tous les juifs sont identiques et qu'ils sont un seul homme. En réalité, il y a voilà, des gens qui ont des positions, des intérêts totalement contraires à l'intérieur de cette communauté, et malheureusement, ceux qui décident pour les autres sont la petite minorité. Bernard Lévy est le meilleur exemple de ça. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un autre personnage dont je rappelle la phrase canonique, c'est ce pays mérite notre haine en parlant de la France. C'est Finkielkraut qui vient de sortir un bouquin à qui ce suprémacisme théologico-racial commence à faire peur, et qui est comme il est quand même relativement formé à la philosophie, c'est-à-dire à la culture grecque.
même si c'est un peu abusif de le considérer comme philosophe, parce que pour moi, de toute façon, il n'a pas les diplômes, hein. Il a un diplôme de lettres modernes et d'anglais. Il essaye aujourd'hui de s'inscrire dans un positionnement en tant que figure juive d'élite, puisqu'il est académicien. Il commence à prendre ses distances de façon très marquée avec la dérive suprémaciste raciale de l'État d'Israël, alors qu'il est jusqu'à hier un soutien inconditionnel d'Israël, hein. Alors est-ce que c'est tactique ou est-ce que c'est moral? Mais en tout cas, lui sent bien que on va vers quelque chose qui risque de mal finir et il commence à prendre ses distances. Celui qui n'a encore jamais pris ses distances et qui pour moi est un psychopathe en chemise Charvet, c'est Bernard-Henri Lévy. Il faudra un jour que la communauté juive sanctionne, je dis bien, c'est là comme sanctionne un type comme Bernard-Henri Lévy pour le mal qu'il aura fait à sa communauté en prétendant la guider, hein. C'est un type vraiment qui est une figure noire du judaïsme. Il est lui aussi dans une forme de psychopathie. Il ne fait jamais aucun travail de réflexion, il n'intègre jamais le réel dans ses positionnements, dans ses conseils et dans ses volontés. Je rappelle, c'est un type qui, depuis la fin des années 70, promeut absolument toutes les guerres néocoloniales occidentales, hein. Et il est toujours à plastronner dans les médias français, et il a toujours un poste de surveillance, en fait, de commissaire politique sur la chaîne franco-allemande d'élite Arte. Voilà, moi je reviens sur la France, mais il va falloir à un moment donné que tous ces comptes-là soient réglés, hein. Et je ne parle pas de la folle Yadan, là, qui essaie de faire passer une loi en ce moment, qui, je rappelle, en plein génocide de Gaza, interdit en France de critiquer l'État d'Israël sous peine de prison. Ce qui vaut à une députée européenne d'être arrêtée comme Rima Assad sans avoir même besoin de lever son immunité parlementaire. On est en France dans une espèce de délire, conséquence de gens qui ont pris le pouvoir sur le pays au nom, je dirais, d'un suprémacisme théologico-racial, hein. C'est la réalité aujourd'hui de la France. Et tout ça, compte tenu de ce qu'est la France par ailleurs, la France chrétienne, la France musulmane, la France humaniste, tout ça va très mal finir, hein. Et je rappelle que ça finit toujours mal pour les mêmes, hein. Ces gens qui se prétendent le peuple de la mémoire et le peuple du livre ont une mémoire sélective, parce qu'il faudrait quand même se rappeler ce qu'a très bien écrit et expliqué dans un livre dont je suis aussi l'éditeur, je le rappelle, qui est le livre de Bernard Lazare. Voilà, il serait temps que ces gens-là se mettent à lire les grands auteurs du 19e siècle de leur communauté pour comprendre ce qui risque de leur arriver demain s'ils continuent à déléguer l'autorité de leur communauté ou à ne pas s'opposer aux élites de leur communauté. Je rappelle, hein, le CRIF, hein, il est temps qu'ils s'y mettent, hein, parce que il est -5. Hein, voilà, avec la loi Yadan, on est vraiment dans le trop, c'est trop, là. La loi Yadan, là, ce que je comprends bien, là, puis on couvre ça avec Arnaud, on couvre ça avec Yann Rochdy, le phénomène America First, où il y a ils ont recruté il y a à peu près 2 mois 1000 évangélistes, des pasteurs les plus influents des États-Unis. Ils leur ont payé un voyage en Israël pour justement leur expliquer que être antisioniste, c'est d'être aussi antisémite. C'est juste une façon détournée de projeter notre haine envers les Juifs. Donc, il y a beaucoup d'argent actuellement qui est investi dans cette contrôle de la pensée-là, Arnaud, hein. C'est un phénomène qui, aux États-Unis, c'est très intéressant avec, encore une fois, la liberté d'expression. Puis je suis content, M. Soral, que vous fassiez le lien direct avec le travail que Nick Fuentes fait, parce que il y a inévitablement quelque chose là qui pourrait facilement tomber dans la haine des Juifs. Et c'est pas le but recherché, là. Je suis très d'accord aussi avec vous autres, là, en ce moment. C'est sûr que c'est pas des Tremblay du Lac-Saint-Jean, là, qui sont à l'origine de plein de scandales dans le monde actuellement. Mais il faudrait pas... il va falloir faire la différence aussi. C'est quelqu'un qui disait ça, puis je vais vous donner la parole par la suite. On a besoin d'une communauté juive qui participe à l'édification de l'humanité et non pas sa destruction. Alors, je pense qu'Alain... Oui, OK. Oui, bah, je ne sais pas comment rebondir, parce que
moi, ça fait des années que je dis, chaque fois que j'étais au tribunal, j'étais toujours en train de dire je ne confonds pas les élites juives représentées par le CRIF avec les juifs du quotidien à qui qu'on ne consulte pas et à qui on ne demande jamais leur avis. Et j'étais condamné quand même systématiquement en tant que quelqu'un qui faisait l'amalgame, ce qui était faux, alors que dans le même temps, un type comme Eric Zemmour qui dit tout musulman est un islamiste puisque l'islam c'est l'islamisme, donc qui lui faisait l'amalgame, était relaxé en disant qu'il ne le faisait pas. Donc on a un vrai problème en France qui est non seulement la domination, on va dire, des suprémacistes juifs, qui s'appellent des sionistes, sur le personnel politique et le personnel médiatique. Aujourd'hui, ça se voit avec les chaînes Drahi et les chaînes Bolloré, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne sioniste et une chaîne judéo-chrétienne qui tiennent le haut du pavé aujourd'hui des médias télévisuels. Euh, c'est incontestable, mais le problème, c'est la justice. La justice française est passée aussi totalement sous domination et sous contrôle, ce qui est totalement obscène par rapport à ce qui est le droit romain et ce qui est censé être la République française. Et je viens de vivre la même chose en Suisse. Ce qui n'était pas le cas en 2021 est devenu le cas aujourd'hui en 2026. Et je voyais aujourd'hui le procureur qui se bat pour m'envoyer en prison en Suisse a eu le droit à un article dithyrambique dans une revue juive avec sa photo avec un grand sourire. Et donc c'est vraiment ça le problème, c'est la destruction en France de la justice, toujours par un processus qui est un processus, je le rappelle, de corruption, de menaces et de chantage. C'est un vrai travail de destruction en réalité, parce que personne n'adhère à cette vision-là pour des raisons, je dirais, de choix moral. En réalité, c'est toujours un mélange de carottes et de bâtons, c'est-à-dire de corruption et de menaces. Et c'est ça qui est triste, c'est que ça produit au sommet d'un pays comme la France des anti-élites. C'est-à-dire que tous les gens aujourd'hui qui ont en charge le pays ont des gens qui ont été corrompus ou soumis. Et c'est pour ça que le pays va aussi mal, je le rappelle. Le pays va très mal à cause de ça. Et tous ces sujets-là, à un moment donné, ramènent à la même source. Je vous dis, en ce moment, le marqueur, c'est la diabolisation incroyable de LFI, qui était quand même le parti formé par la gauche mitterrandienne pour lutter contre les identitaires qui sentaient l'avenir de la France compromis par le métissage forcé et qui s'appelait en fait le Front National. Et ces gens qui ont fabriqué la sensibilité LFI pour lutter contre, on va dire, le sursaut populaire français, aujourd'hui ont opéré un virage à 180 degrés, ont réintégré à travers Bardella et Marine, le FN devenu RN dans leur système, et sont en train de diaboliser en fait cette gauche antiraciste française qu'ils avaient eux-mêmes créée, qui est aujourd'hui la diabolisation de Mélenchon et de LFI, ce qui crée en France une situation de guerre civile larvée, particulièrement malsaine. Et derrière, voilà, ce sont encore les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont créé cette situation de chaos, parce que leur stratégie de domination, en étant minoritaire et illégitime, est toujours le diviser pour régner. C'est une évidence. Et quand je dis ça, je parle effectivement de ce qu'on appelle la communauté organisée. C'est comme ça qu'on me l'a présenté quand on a essayé d'ailleurs de me racheter. On m'a dit la communauté organisée. Cette communauté organisée est derrière la cause de tout le mal français aujourd'hui. Et à un moment donné, il faudra quand même qu'elle rende des comptes face à l'histoire. Elle, et effectivement, qu'on arrive par un travail qui essaiera de surmonter une période qui risque d'être une période de colère et de violence, et qui nous permettra de faire le tri entre cette communauté organisée et ceux qui sont membres de cette communauté à la marge et dans une mesure qu'il est difficile d'établir et de mesurer. Ce que j'appelle, il y a les juifs jusqu'à la trogne et les juifs sur les bords. Voilà. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que les juifs jusqu'à la trogne sont en train d'amener sur un chemin très dangereux les juifs sur les bords qui, effectivement, voilà, se sont pas posés toutes ces questions. Et malheureusement, à un moment donné, ils seront amalgamés dans cette colère qui est facilement, comment dirais-je, anticipable en termes de psychologie de groupe. Il suffit de lire voilà, les livres que nous publions aussi sur la façon dont fonctionnent les groupes humains par rapport aux individus et aux intelligences. C'est ça le drame vers lequel on avance. C'est ça le drame vers lequel on avance. Ce trop, c'est trop. Et la loi Yadan est vraiment en train d'incarner ça totalement.
une petite minorité de gens qui, au moment où Gaza est encore fumant, prétendent, alors qu'ils représentent, je le dis, 1/6 de 1% de la population française, c'est-à-dire les gens liés statutairement au pouvoir du CRIF, ce qu'on appelle la communauté organisée, sont en train d'imposer à la France, qui est le pays qui a inventé l'humanisme, je le rappelle, et qui est aussi la fille aînée de l'Église, autre détail, et un pays aussi où il y a le plus de musulmans de tous les pays d'Europe, en gros, sont en train d'imposer une loi totalement inique qui est d'interdire de critiquer des génocidaires. C'est-à-dire que quand vous critiquez des génocidaires, c'est vous qui êtes passible de prison. Ça va forcément très mal finir.